Le règne de François Ier a favorisé l'émergence d'une classe d'hommes riches et puissants qui sont arrivés en conquérant dans la belle Touraine très à la mode chez les courtisans. Ces nouveaux aristocrates ont en main les finances royales. Issus de la bourgeoisie mais fraîchement anoblis, nombre de petits marquis affirment leur rang tout neuf en construisant des châteaux à la manière du monarque. Édifié dans une zone inondable sur une île entourée par les bras de l'Indre, le premier château d'Azay-le-Rideau était au Moyen-Âge un château fort qui utilisait pour se défendre les hautes eaux et les marécages comme douve naturelle. Au XVIe siècle, l'entreprenante dame Lesbailly, épouse de Gilles Berthelot, a fait appel à un maître maçon italien pour construire le château Renaissance à la place du château médiéval, rasé par Charles VII sur un coup de colère. Construit à la mode vénitienne sur pilotis, lors des crues, il peut être inondé sans réel dommage jusqu'au niveau des premiers escaliers. Ne croyez pas que les jardiniers du château cultivent les nénuphars ni les algues, ils en débarrassent les miroirs d'eau pour que le château s'y reflète à la perfection sur les photos. C'est une tâche annuelle, de juin à septembre, qui est renouvelée toutes les semaines car le développement des plantes aquatiques est continuel. Les touristes sont souvent surpris de voir tant d'efforts déployés pour préserver l'esthétique du lieu et le confort de leur regard. Au XVIe siècle, le premier étage du château est l'étage noble. Il comprend la chambre de la maîtresse de maison, celle de son époux et la salle d'honneur. Les époux Berthelot, qui menaient grande vie, n'ont guère eu le temps de profiter de ce magnifique espace. Un immense scandale financier mit en cause le trésorier de France et obligea la famille à s'exiler. Restauré au XIXe par les marquis de Biencourt, le château offre des chambres royales, des salles à manger, des boudoirs, des pièces de réception et des salons qui sont les lieux de spectaculaires remises en scène dans cette ambiance vivante des fêtes mondaines, avec leurs décorums de tapisseries flamandes et des gobelins, leurs galeries de portraits royaux et toute une collection de meubles depuis la Renaissance, des coffres, des dressoirs, des bahuts, des tables de jeu. Racheté par l'État en 1905, le château d'Azay-le-Rideau est situé aux confins d'un village coquet et vivant. Cette cité touristique conserve un lien charnel avec son château, et sa mémoire n'est pas rancunière car c'est à cause de la présence d'une garnison de Bourguignons dans le château que Charles VII fit massacrer la population d'Azay. Sous l'impulsion du Centre des Monuments Nationaux, une corporation spécialisée dans le tressage de nattes en jonc restaure la chambre de dame Philippa Lesbailly. Les maîtres nattiers remettent la pièce du XVIe siècle dans son état d'origine. Cette décoration tout en jonc offrira un coup d'œil unique en France. Ce château d'Azay est souvent comparé à un joyau en raison probablement de ses dimensions intimes et de sa touchante élégance. Même Honoré de Balzac s'est laissé saisir par cette évidence. Gravissant une crête, j'admirais le château d'Azay, diamant taillé à facettes serties par l'Indre, monté sur des pilotis, masqué de fleurs. Adieu Azay, petit bijou sculpté. Au revoir l'Indre. Nous repartons sur la Loire, vers le château d'Amboise pour les fantaisies de la Renaissance et la belle aventure italienne de l'histoire de France. Le château d'Amboise se situe au sein d'un périmètre protégé par l'UNESCO, patrimoine mondial. C'est un paysage naturel, vivant, une sorte d'image idéale du Val-de-Loire composé du fleuve, du pont, de la ville, du château lui-même et d'un coteau boisé. Tous les rois, de Charles VII à François Ier, ont vécu ou sont passés au château d'Amboise. Le grand architecte fut Charles VIII. Il vit le jour à Amboise en 1470 et séjourna au château avec Anne de Bretagne, son épouse.
Il consacra toute son énergie à transformer l'ancienne place forte médiévale en un palais gothique somptueux qui, hélas, lui fut fatal le jour où, revenant du jeu de paume, le tennis de l'époque, il se fracassa le crâne contre le chambranle d'une porte basse. Las. L'autre personnage emblématique du château est François Ier, prince de la Renaissance, ami des arts et des lettres, mécène de Léonard de Vinci. François Ier passa ici son enfance et son adolescence. Il fit d'Amboise et de son château le cœur du royaume. Au XVe et au XVIe siècle, la cour vit en Val-de-Loire. Le roi est nomade, mais la cour, la reine et les enfants sont sédentaires. Charles VIII ordonna la construction de ces deux gigantesques tours cavalières de 20 mètres de diamètre sur 40 mètres de hauteur. Dans chaque tour, une rampe s'enroule autour d'un noyau central. Avec ses 33 ouvertures, la rampe cavalière est conçue pour monter à cheval de la ville au château. Elle tourne 5 fois, et on imagine la cavalcade des destriers, les carrosses brimballants et les mulets tirant les canons. Les élèves de l'école Jules Ferry d'Amboise suivent Mascotte, jument de trait qui a l'honneur de remonter la tour cavalière dans les traces de ses ancêtres. Ils se dirigent vers les vignes. À la cour du roi, on buvait plus de vin que d'eau, car bien souvent celle-ci était malsaine. Des vignes alors fleurissaient sur les coteaux du château. Le parc paysager ressemble aujourd'hui à un jardin d'Orient. 1200 boules de buis y sont taillées à la cisaille à main par les jardiniers. La Fondation Saint-Louis, propriétaire du château depuis la fin du XIXe siècle, a voulu ici rendre hommage à l'émir Abdelkader, le chef de la résistance contre les Français au moment de la conquête de l'Empire colonial. L'émir Abdelkader fut retenu à Amboise de 1848 à 1852. Dans ce jardin de mémoire, aménagé par l'artiste algérien Rachid Koretchi, reposent les 25 membres de la suite d'Abdelkader, décédés pendant leur captivité au château. Un lieu de réconciliation et de pèlerinage en l'honneur du sage soufi. Au début du règne de François Ier, des fêtes extraordinaires qui duraient plusieurs jours et rassemblaient des milliers de personnes étaient données au château. La vie de la cour, où les plus hauts personnages usaient des laquais, était en perpétuelle agitation. Mariage, baptême, diplomatie, tout était sujet à des festivités et démonstrations de pouvoir. Des banquets, des bals et des tournois étaient organisés sous les feux de 1000 torches. Le but était d'y voir aussi clair la nuit que le jour. Costumés en seigneurs ou en paysans, les 500 bénévoles de l'association Renaissance d'Amboise offrent chaque année d'éblouissantes soirées aux chandelles. Musique, danses et lumières virevoltent dans la nuit. Léonard de Vinci disait que le mouvement est la cause de toute vie, et il ajoutait que celui qui règle sa course sur une étoile ne dévie jamais. Sa chapelle est une étoile qui brille toujours dans le ciel d'Amboise, avec dans sa galaxie le château du Clos Lucé, une résidence de plaisance où François Ier passa sa petite enfance. C'est là qu'il installa Léonard de Vinci qui avait traversé les Alpes à dos de mulet pour répondre à son invitation. Léonard travaillera sur les commandes royales pendant 3 ans jusqu'à sa mort en 1519. Au sous-sol du Clos Lucé, un musée reconstitue l'univers de Léonard de Vinci avec ses maquettes et ses animations réalisées à partir des dessins du maître. Nous y voyons un Léonard de Vinci universel, ingénieur naval, ingénieur militaire, ingénieur civil, ingénieur aéronautique. Le parc autour du Clos Lucé est à la fois ludique et initiatique. L'hélice volante, le bateau à aube, le char d'assaut, les engins de levage,
permettent de jouer avec les inventions de Léonard grâce à des machines réalisées grandeur nature. Les visiteurs s'y approprient les intuitions de Léonard qui s'est promené ici il y a 500 ans, dans ce paysage généreux où l'observation de la nature fut sa grande inspiratrice. Amboise reste à jamais marquée par cet esprit inventif du génie de la Renaissance.